Et ça fait 13 ans que j'habite à Shenzhen. Je suis le fondateur d'Omate, on fait des montres connectées. Alors je suis aussi le cofondateur de Oaklin. Ici on conçoit et développe des produits connectés bucco-dentaires. En fait, je travaillais dans la téléphonie mobile en France. Mon industrie était très liée à Shenzhen, à tout l'écosystème local. Fin 2007, ma société m'a demandé de venir m'installer à Shenzhen. On avait une antenne ici dans le High Tech Park. Vraiment, 2007, c'est une année charnière, technologique. Alors l'histoire d'Omate, ça vient d'un projet dans ma société où on travaillait sur des téléphones mobiles. Et en 2013, fournisseur coréen LG, qui fournissait ces petits écrans, est venu nous visiter. C'est qu'ils nous ont laissé des échantillons. En 2013, on est déjà en plein dans le monde du smartphone. Et les téléphones avec des petits écrans n'ont plus du tout d'intérêt sur le marché. Et on a quand même connecté un de nos smartphones, ce qu'on appelle la carte mère d'un téléphone mobile. On l'a connecté à ce petit écran et là on a vu une version mini d'un smartphone s'allumer sur ce petit écran. Et là je me suis dit, si on arrive à réduire cette carte mère, on va pouvoir faire un mini smartphone qui pourra être quasiment dans la forme d'un petit carré. Quelques semaines plus tard, où on a commencé à travailler sur la réduction de cette carte mère, on s'est dit, mais on peut même peut-être faire une montre. D'abord, on a commencé avec des montres plutôt sportives. Ensuite, on a pivoté plus sur des montres plus fashion. Des géants du numérique qui ont utilisé une stratégie similaire quelques mois après nous. Donc on s'est dit, ça va être très compliqué de faire face à cette concurrence. Donc on a ensuite pivoté plus sur des produits plus niches, enfants et seniors. Et c'est vrai que là, on a trouvé un bon créneau où on s'est vraiment installé depuis déjà quelques années. Et entre-temps, on a créé d'autres produits. On a créé un robot, on a créé des bijoux connectés. Un de nos designers a commencé à faire l'ébauche d'une brosse à dents connectée et on l'a montré à plusieurs partenaires. Et il y en a un d'entre eux qui a dit « Écoutez, ça m'intéresse ». Et donc, le projet s'appelait Oaklin. On a une opportunité avec ce partenaire qui est Huami de faire une société à part dédiée à ce marché. Huami fait partie de l'écosystème de Xiaomi, donc qui est une des pépites chinoises dans le monde des objets connectés. Huami a été le premier à concevoir des trackers d'activité et aussi des smartwatches sportives. Mais c'est aussi très lié au monde du bien-être connecté. Lorsqu'on leur a montré le projet Oaklin, ils se sont dit, ça rentre dans nos catégories. Et c'était notre tout premier investisseur. Oaklin, très rapidement, on a pu, grâce à Huami et Huami grâce à Xiaomi, avoir cet ADN de produits qui sont de très bonne facture en utilisant les meilleurs matériaux possibles. Aujourd'hui, on a toute une gamme de produits et on essaye pour chaque gamme de produits vraiment d'apporter de l'innovation sur le marché. Ce qui est exceptionnel à Shenzhen, c'est qu'il y a beaucoup de startups liées à la haute technologie. On fait tous partie, à notre mesure, du miracle de Shenzhen. Chaque petite entreprise, alors il y a les très gros, il y a les Huawei, il y a les Tencent, on a les DJI, on a les OnePlus qui permettent aussi de pousser la marque Shenzhen. Du moins, du point de vue occidental, Shenzhen était vue comme la Silicon Valley du hardware. Aujourd'hui, elle intègre, en plus de cette partie assemblage et conception, on a aussi intégré toute la partie logicielle. Il y a un pôle à Shenzhen de milliers de designers. La région ici, la Grande Baie, que ce soit toutes les villes satellites de Shenzhen, de Hong Kong, à Zhuhai, à Dongguan, qui forment cet écosystème où toute l'intelligence pour créer un produit est disponible. Au-delà de la Silicon Valley chinoise, je pense que c'est la nouvelle Silicon Valley mondiale. Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans notre émission Quoi de neuf en Chine, je suis Wang Bing. Aujourd'hui, je me trouve à Shenzhen avec mon invité Laurent Leben. Bonjour Laurent. Bonjour Bing. Alors, tu es français et tu vis à Shenzhen depuis 13 ans. Oui, effectivement, 13 ans à Shenzhen. Et actuellement, on se trouve dans un café que tu fréquentes aussi dans la vie quotidienne. C'est un café proche de ton bureau.
Oui, on est dans un périmètre de 50 mètres de notre bureau de chez Oaklin. C'est aussi le parc industriel de haute technologie de Shenzhen dans le district de Nanshan. Oui, on est vraiment là dans le cœur du high-tech park de Gaoxin-Yuan. Bon, c'est la station aussi de métro qui favorise l'endroit, donc qui s'appelle aussi high-tech park. Alors, tu es le fondateur d'une entreprise Omate qui fabrique surtout le montre électrique, le montre connecté. Voilà. Et puis, tu es aussi le cofondateur d'Oaklin. C'est plutôt spécialisé pour la brosse à dents connectée. Voilà, des brosses à dents connectées et d'autres produits liés aux technologies bucco-dentaires. Et aujourd'hui, notre émission se concentre surtout sur les histoires et les expériences de Laurent depuis ces dernières années. Alors Laurent, quelle était la situation quand tu es venu à Shenzhen il y a 13 ans? Alors en fait, quand je suis arrivé, déjà j'ai dû dire à mes parents que je partais dans une ville à côté de Hong Kong. Shenzhen n'était pas très connu à l'époque, en fin 2007. Donc après Noël, je passais un dernier Noël avec mes parents et je suis arrivé à Shenzhen. C'était une ville qui était déjà très connue au niveau du design, très connue pour mon industrie. Donc moi, c'est vraiment l'histoire de mon départ de France en Chine. C'est vraiment un départ, une migration industrielle quasiment, parce que mon industrie était très présente à Shenzhen. Bon, moi, je viens de la téléphonie mobile, mais à la base, déjà à Shenzhen, c'était très très présent. Tout ce qui est l'électronique grand public et le design, la conception des produits électroniques. Et notamment dans mon industrie, la téléphonie mobile, c'était déjà très... il y avait déjà des grands noms, des Huawei, des ZTE. Et ensuite, après, d'autres grandes sociétés sont créées localement. Donc, je pense notamment à Oppo, Vivo, OnePlus, toutes ces marques qui aujourd'hui sont très connues au niveau international. C'était vraiment mon industrie, était à Shenzhen. Maintenant, c'est une ville ultra moderne qui a changé vraiment ces dernières années. Ça a été une révolution, on va dire, esthétique, urbaine. Même cet endroit-là, déjà il y a 3 ans, n'existait pas. C'est une évolution constante, Shenzhen. C'est ça qui est exceptionnel avec Shenzhen, c'est que chaque année, même si on est un nouvel arrivant à Shenzhen, on aura forcément des histoires à raconter en disant « Tiens, quand je suis arrivé, Chaque année, ça change. Voilà, on peut toujours se dire que lorsqu'on arrive à Shenzhen, tel bâtiment peut coïncider avec notre arrivée en fait. Et puis pourquoi s'installer enfin à Shenzhen? Tu travaillais pour une entreprise française à ce moment-là, Oui. et puis venir à Shenzhen pour faire le business. Et après, quelle est l'histoire? Alors, d'abord, je suis parti, j'avais 25 ans. C'était notre société commençait à se déployer, avait déjà un centre R&D à Shenzhen. On m'a invité à venir m'expatrier à Shenzhen. Encore une fois, c'est vraiment, moi, je me considère comme un migrant industriel, parce que mon industrie, petit à petit, s'est délocalisée à Shenzhen. Et puis après, quelle était l'histoire avec Omate? Pourquoi créer Omate? Alors ensuite, en 2013, donc quelques années plus tard, alors j'étais toujours dans la téléphonie mobile, on concevait des téléphones, c'était les débuts des smartphones avec des grands écrans, donc maintenant on est tous habitués à ce type de format. Et en 2013, alors Omate, c'était vraiment un projet interne avec mon associé Jack. On était, en fait, eu accès à des petits écrans, des tout petits écrans d'iPod Nano. Donc pour l'histoire, les iPod Nano, pour les plus anciens qui pourraient s'en souvenir, c'était les premiers lecteurs MP3, on va dire, avec un petit écran couleur. Et le fournisseur, en fait, c'était LG, le coréen LG, qui est très reconnu dans le monde des écrans pour les téléphones mobiles encore aujourd'hui. Et donc ce petit écran, bon, ils avaient des stocks parce que c'était un produit qui était en fin de vie. Et donc LG est venu nous voir en disant bah voilà, on a des échantillons, si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut vous en laisser pour travailler dessus si ça vous intéresse. Et nous, il n'y avait aucun intérêt. C'était la fin c'était la tendance, c'était de faire des téléphones très grands avec des très grands écrans. Et il n'y avait plus du tout de place pour ces petits téléphones avec des petits écrans couleurs. C'est vraiment des moments uniques chez les entrepreneurs, c'est d'avoir le moment où on se dit tiens là j'ai une bonne idée. C'est ce qu'on appelle les Eureka moments. C'est
on s'est dit, si je pouvais connecter ce petit écran sur notre carte mère de téléphone mobile, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on a vu s'allumer une mini version de smartphone d'Android qui s'est allumée, alors c'était pas encore customisé, on va dire, il y avait encore beaucoup de travail à faire parce que c'était tout miniaturisé. Et ensuite, on s'est dit, mais si on peut, au lieu de mettre les petits icônes, on les agrandit et on peut garder cet effet de tactile en fait. Bah, en fait, on s'est dit, on peut créer un petit tracker. Et au final, après, c'était vraiment le tout début des montres connectées. Alors, tous les grands noms qu'aujourd'hui on connaît n'étaient pas encore sur le marché. Tout premier alors, pionnier. Bah, on était les pionniers sur la montre connectée au réseau télécom. C'était vraiment la première smartwatch. Et là, on l'a lancé en crowdfunding, donc sur Kickstarter, c'était fin 2013, 6 mois après. Et donc, la société avait, on va dire, oui, quelques mois, même pas 6 mois, parce que c'était vraiment le début du projet jusqu'au lancement. La société devait avoir 4 mois lorsqu'on a lancé sur Kickstarter. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a levé $1 million. On était, je pense, la première société à Shenzhen à lever $1 million. Donc vraiment très rapidement, on a eu de l'intérêt déjà de notre communauté d'utilisateurs. Et puis aussi, nous, on était des gens qui venaient du business, du côté business, du côté industriel. Donc on n'était pas du tout prêt à faire face aux consommateurs en fait. On s'est retrouvés, nous on avait des dizaines de clients et là on se retrouvait avec 5000 clients. Donc on n'était vraiment pas habitués, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Et puis c'était le début d'une nouvelle aventure pour nous avec Omate. Et ensuite, il y a eu plusieurs pivots pour ce qui est normal dans la vie d'une startup pour survivre. Sûr, ça change. Et puis le client de Omate, maintenant, c'est plutôt pour l'étranger. Alors, Omate, oui, après plusieurs pivots, comme je disais, on a commencé avec la True Smart, notre tout premier produit, c'était vraiment une montre un peu geek, mais aussi sport. Donc c'était un concept intéressant, mais qui était très large, c'était vraiment une audience particulière. Et ensuite, on s'est focalisé plus vers la mode. Plus, on a commencé à travailler avec des marques de joaillerie, des marques fashion. Bon, c'était une stratégie qui était difficile à tenir parce que c'est au même moment que les grands noms aujourd'hui, donc d'abord de la téléphonie mobile, mais on va dire de la tech en général, sont mis sur ce segment des wearables et puis des montres connectées. Donc on s'est retrouvé avec Apple qui arrive, avec Google, avec Samsung, etc. Et qui ont fait aussi des partenariats dans le même sens. Donc on s'est dit, ok, là c'est la fin, on va mourir. Parce même si on avait un peu d'investissement, on commençait à vendre via nos canaux, mais là on se retrouvait en concurrence avec des marques, Mais ce qui est merveilleux à Shenzhen, c'est que tu s'arrêtes jamais. Et puis après, c'est l'histoire de Doclin. Donc, pourquoi participer à la fondation Doclin? Je sais que tu es un des fondateurs, un des 5 fondateurs de Doclin. Donc, et tu es le seul étranger. Oui, effectivement. Puis, quelle est cette histoire? Ah oui, alors je suis la touche communautaire de la diversité chez Doclin, c'est moi. Mais ça fait partie aussi de cette histoire de pivot. On commençait chez Omate à pivoter sur différents... Encore une fois, c'est vraiment pour survivre. C'est de la survie de start-up pour changer de créneau, pour essayer d'aller dans une autre direction. Voilà. Et donc, Oclean, c'est vraiment, dans ce parcours, c'est exactement ça. On avait commencé à dessiner l'ébauche vraiment d'une brosse à dents. Et donc moi je venais de la montre, enfin de la téléphonie mobile, de la montre plutôt sport, après fashion, après on est parti chez les enfants. C'était encore plutôt bien, je trouvais, ça m'intéressait encore. C'est vaste ce domaine-là. Et ensuite on était pour Omate chez les seniors, donc là c'était quelque chose de moins excitant pour
voilà, pour une équipe jeune, etc. Mais pourtant, c'est ce qui nous a sauvés. Donc aujourd'hui, Omate, on est très fort sur le marché des seniors, pour les montres pour seniors. Et Oclean, donc la brosse à dents connectée, c'était vraiment après l'échec d'un autre projet qu'on avait lancé. On avait fait un petit robot qui était super, on y croyait vraiment beaucoup, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, dans les pivots, parfois on se trompe. Oui, il y a des difficultés qui surviennent. Exactement, donc certaines peuvent être fatales. Donc heureusement, on a pu survivre et Oclean, c'est arrivé comme ça. Et surtout avec la rencontre d'un de mes concurrents sur le marché des montres connectées qui s'appelle Roami. Donc il y a plusieurs marques aujourd'hui très connues et qui est listée au Nasdaq désormais. Donc c'est vraiment une grosse société. Et ils ont vraiment flashé sur le projet Oclean. Ils nous ont dit ça va dans la partie, on va dire, santé, santé connectée de leur stratégie. Voilà. Et puis c'est aussi un peu catégorie beauté. Donc ils nous ont donné beaucoup de soutien, beaucoup de support, tant financier que aussi en termes d'ingénierie. Et puis la brosse à dents, je pense que beaucoup d'internautes utilisent aussi. Donc quels sont les atouts d'Oclean par rapport à ses concurrents? On aime bien faire les World's First, on aime bien faire les premières mondiales, donc on a vraiment travaillé pendant 1 an. Notre premier produit, la Oclean One, on a fait vraiment un produit, on a mis toutes les spécifications au plus haut. Donc on a pris tout ce qu'on pouvait trouver sur le marché et on a essayé de faire bien mieux que ça. Donc on a mis, par exemple, la batterie, c'était important pour une brosse à dents électrique. C'est toujours ennuyant de recharger sa batterie toutes les semaines, etc. Donc là, on a mis la meilleure batterie au monde, on va dire. Ça, on a réutilisé ça de la téléphonie mobile, de notre expérience dans les montres connectées, pour utiliser, c'est le ratio entre l'énergie et la densité. Donc c'est d'avoir les meilleures batteries au monde. Et on a pu offrir quasiment 3 mois de batterie en une seule charge. Donc, on le dit 2 mois, mais la plupart des gens vont l'utiliser pendant 3 mois, vous la rechargez une fois, et si vous l'utilisez 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, pendant 3 mois, vous êtes bon pour vous brosser les dents. Et ensuite, ce qu'on a créé, c'est toute une customisation de l'expérience de brossage, vu qu'on a tous des besoins différents. On a tous des dents différents, on a tous des qualités de dents, des besoins, on va dire, bucco-dentaires différents. Et donc avec une application, on a pu créer une sorte de customisation des brossages, donc la puissance, le temps, l'effet. Et une fois que c'est rentré, on pousse cette information dans la brosse et ensuite en un clic, la brosse à dents va suivre ce plan, en fait, ce plan de brossage. Donc c'est vraiment, on n'a pas à toucher plein de boutons, on n'a pas à changer des modes. Ah, maintenant je veux massage, ok, massage c'est où, tac, tac, tac. On n'a pas à faire ça. Tout est déjà pré-intégré et donc on peut se brosser les dents, c'est vraiment personnalisé. Personnalisé, automatique, innové, ce qui est pratique pour les enfants et pour tous les âges en fait. Oui, alors maintenant on a vraiment une gamme très étendue, on a d'autres produits, là on a fait le plus petit flosseur au monde, donc c'est vraiment un irrigateur d'eau et d'air. Voilà, donc on a plus de 80 brevets aujourd'hui, on a vraiment, donc on se focalise sur l'innovation et on a toujours cet ADN qui vient de Roami, qui vient de Xiaomi et qui vient de cet écosystème de la Grande Baie ici, de Shenzhen, mais de faire des produits de très bonne facture avec un prix abordable. Donc Oclean aujourd'hui, nos concurrents qu'on connaît bien, avec qui d'ailleurs on travaille, avec certains, on a des partenariats stratégiques aussi avec des grands noms, mais nous disent que nos produits, ils essayent toujours à comprendre, mais comment vous pouvez faire un prix pareil avec tous ces éléments très chers au final. Et on explique que pour nous, c'est très important, donc on travaille avec nos fournisseurs, dans l'écosystème de nos fournisseurs, on explique, on va grandir ensemble, donc on a besoin de votre aide, donnez-nous les meilleurs prix, et ensemble on va faire un produit qui est vraiment très abordable,
mais en plus de très haute qualité. Et comme ça, ça va nous permettre de créer le marché, de nous créer un nom. Et c'est ce qu'on a fait les 4 dernières années et ça a plutôt bien fonctionné. Oui, après avoir entendu ton histoire, je pense que le développement de ton entreprise et toi-même est très étroitement lié aussi avec le développement de Shenzhen et l'environnement d'innovation de Shenzhen. Donc, d'après toi, Laurent, quels sont les avantages pour les entrepreneurs étrangers de faire leur start-up à Shenzhen? Alors, bon, on parle souvent de la vitesse de Shenzhen, Shenzhen Speed. C'est vrai que ça nous a. On est dans un environnement on travaille beaucoup. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de. Très assidu. Voilà, on travaille beaucoup. Ensuite, bon, je dirais, c'est quasiment un passage obligatoire Shenzhen dès qu'on est dans le monde de l'électronique, dans le monde du design. De produits électroniques, des objets connectés, principalement aujourd'hui. Alors, téléphonie mobile, maintenant, c'est une énorme industrie où il y a déjà beaucoup de grands noms, mais dans les objets connectés, l'IoT, ce qu'on appelle les Internet of Things, c'est vrai que c'est un passage quasiment obligé parce que c'est l'endroit où tout se passe. C'est-à-dire, donc, je pourrais toujours recommander à des jeunes entrepreneurs qui sont dans cette perspective de lancer une société dans cet environnement, dans ce segment de marché. Alors, je leur conseillerais, s'ils sont francophones, de rejoindre, d'essayer de contacter la French Tech, par exemple. C'est vraiment une communauté où on s'entraide. Oui, tu organises aussi des activités. Voilà, on organise des événements de rencontres, de réseaux, en fait, pour savoir, d'entraide. Au final, c'est ça, c'est de l'entraide. Et puis, on aide les sociétés françaises à venir s'installer ici. Et puis aussi, à l'inverse, les sociétés chinoises qui grandissent, donc les startups ou les scale-up, ce qu'on appelle celles qui ont passé déjà un stade de maturité supplémentaire, on les aide à venir, si elles souhaitent établir leur siège par exemple européen, on les aide à aussi venir s'installer en France par exemple. Donc voilà, ça c'est maintenant venir s'installer à Shenzhen, je pense que c'est une ville qui est très ouverte, qui est de plus en plus ouverte. Et dans le futur, c'est évidemment une ville qui va s'ouvrir encore plus sur le monde et plus pour avoir des talents, des nouveaux talents. Mais ici, c'est vrai que l'écosystème est exceptionnel pour ça. Tout est déjà à portée de main, que ce soit au niveau du design. Je crois que c'est la ville où il y a le plus de designers, donc c'est incroyable en termes de design industriel, les ressources. Et ensuite, les universités, et puis sachant qu'il y a aussi beaucoup de grandes entreprises technologiques, donc il y a un vivier, il y a un bassin d'ingénieurs software et hardware, donc logiciel et on va dire électronique, qui est énorme. Donc il y a aussi des opportunités pour des talents étrangers de venir s'installer à Shenzhen. Cette année marque aussi le 40e anniversaire de la fondation de la zone économique spéciale de Shenzhen. Donc Shenzhen est toujours en train de changer et je pense que l'avenir sera de mieux en mieux, quoi. Ouais. Le prochain défi, c'est vraiment de connecter toutes les villes de la Grande Baie. Oui, la Grande Baie. Et donc ces 9 villes satellites à Shenzhen. Moi, je suis très proche d'autres villes comme Dongguan. C'est une ville où on a beaucoup de fournisseurs d'injections plastiques, mais aussi d'assemblage. On a notre usine qui est justement entre les deux, notre usine d'assemblage qui est entre Shenzhen et Dongguan. Jurai, qui a son nouveau parc technologique aussi. Je pense que les 10 prochaines années vont être encore plus excitantes que les 10 dernières, vous voyez ? Oui, on l'espère. Et maintenant, on parle que Shenzhen, c'est la Silicon Valley de la Chine. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, je pense que ça fait déjà quelques années qu'on parle de Shenzhen comme la Silicon Valley du hardware. Donc vraiment de l'électronique, etc.
Bon, je pense que c'est aujourd'hui, ça a passé ce stade et c'est vraiment devenu la Silicon Valley, non pas du hardware, mais vraiment la Silicon Valley tout court. On ne fait pas que de la production, tu vois, on n'est plus dans l'usine du monde de l'électronique. C'est au-delà de ça. Aujourd'hui, on a des sociétés, un bon exemple, c'est DJI par exemple, DJI. qui a vraiment... C'est aussi dans ce parc industriel. Voilà, et DJI a vraiment cette capacité de faire les meilleurs drones au monde, mais pas uniquement dans le design mécanique et puis les composants qu'ils utilisent, mais aussi le meilleur logiciel de drone. Et au-delà de ça, ils ont aussi créé, donc là c'est le dernier étage de la fusée, on va dire, ils ont créé une marque internationale. Je pense qu'au-delà de la Silicon Valley chinoise, je pense qu'on est passé à un autre stade aujourd'hui. Il y a de nombreuses marques qui sont désormais à l'international, donc qui font de Shenzhen et même le Made in Shenzhen, le design de Shenzhen, maintenant a une reconnaissance internationale. Et ça, c'est grâce à des grandes marques. Donc, je mentionnais DJI, mais il y a aussi des sociétés comme OnePlus. Bon, j'espère que Oakley en fait partie aussi. D'ailleurs, on marque designée, conçue à Shenzhen, ce qui est nouveau, mais ce qui me tient à cœur, dans le sens où c'est vrai que c'est une marque de qualité aujourd'hui. C'est un gage de qualité de dire on est fait à Shenzhen, on est conçu à Shenzhen, et c'est le mieux qu'on peut faire au monde. Oui, la conception, l'innovation. Et je pense que tu as raison, c'est qu'à Shenzhen, il y a une ambiance vraiment très ouverte, que beaucoup d'entreprises comme Oakley, comme d'autres entreprises chinoises peuvent beaucoup communiquer, c'est ça. La région est propice à ça. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette idée de la Grande Baie, parce que chaque ville peut offrir ses propres capacités d'innover et de chacune des villes a sa propre expérience et peut vraiment fournir, on va dire, sa pierre à l'édifice. Quand je vois Hong Kong par exemple, qui est beaucoup plus international par ses expertises diverses, que ce soit au niveau marketing, au niveau il y a vraiment des agences exceptionnelles qui peuvent aider à vraiment construire des marques à l'international. Et Shenzhen avec vraiment le pôle d'innovation, le pôle donc plus technologique. Et ensuite toutes ces villes satellites en fait, donc qui ont aussi leur intérêt, qui ont aussi leur expertise. Donc si on met tout ça ensemble, c'est vrai que ça fait vraiment, on va dire, oui, cette Silicon Valley du 2.0, du futur, et le futur c'est maintenant. Et puis Oakley se concentre aussi sur la clientèle chinoise, le marché chinois. Donc oui. D'après toi, quelles sont les caractéristiques du marché chinois? Alors le marché chinois déjà c'est le plus compliqué au monde, pour plusieurs raisons. Je dirais, quand on a une bonne idée en Europe ou aux États-Unis, on va probablement avoir un concurrent après 6 mois, 1 an, on va se dire. Et ce qui est normal, ce qui est vraiment un cheminement normal et sain. En Chine, quand on a une bonne idée, après 1 mois, on a 10 concurrents qui sont donc c'est déjà très rapide. C'est très agressif. Oui. C'est aussi la potentialité de ce marché. Marché de 1,4 milliard d'habitants, c'est énorme, de consommateurs potentiels. Donc évidemment, faut le voir comme ça, c'est un marché exceptionnel. Et bien, on a la concurrence qui va avec. Donc voilà. il faut redoubler d'ingéniosité, de créativité. Il faut constamment innover. Donc ça va bien d'ailleurs dans notre ADN de Xiaomi, Huami, justement, Oakley, on est bien dans cet écosystème. Ça nous permet, on a les armes suffisantes pour adresser ce marché. Et ça nous aide aussi pour le marché européen et pour le marché américain, parce qu'on vient avec cette même état d'esprit en fait. Des produits de très bonne facture, mais avec des prix abordables. Et je pense que
C'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche, je dirais, parce que les gens, ils veulent plus payer pour une marque ou ils veulent. Maintenant, on veut vraiment voir l'efficacité, on veut voir l'ingéniosité, l'innovation et avoir un prix abordable. Ça va dans le moment de la situation aussi actuelle. Donc les gens, ils cherchent plus et je trouve que c'est bien. Ils se renseignent plus. Et ils sont plus prêts à payer pour une marque, pour une forme de prestige. Non, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit au-delà de ça. Donc les gens payent pour la qualité, sont prêts à payer pour la qualité, mais il faut que ça soit un prix abordable. Et on sait tous que le Covid-19 a influencé le monde. Est-ce que ton entreprise a aussi été influencée Quel est le prochain plan? Oui, ça a été. Donc nous, on était décalés par rapport au reste du monde. On a eu 6 mois, les 6 premiers mois de l'année qui ont été difficiles. À partir du 3e trimestre, on a commencé à avoir un regain déjà de temps en Chine, mais aussi à l'international. Et c'est vrai qu'on a eu la fin de l'année qui s'est très bien passée. Donc là, on a eu une fin d'année 2020 qui était très, très bonne. Mais ensuite, voilà, début 2021, on est confiant. De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc, que ça soit tant les marchés, on va dire, occidentaux qu'en Chine, je pense qu'il y a un renouveau. Il y a et encore une fois, je pense que ça va dans le sens de notre stratégie qui était déjà la même il y a 4 ans, à faire ces produits abordables et où le prix c'est important, mais en même temps en gardant cette exigence au niveau de la qualité. Voilà. Et puis maintenant, Laurent, tu es déjà marié avec une femme chinoise qui vient de Zhuhai, c'est ça? Oui, donc avec 2 enfants. Voilà, marié, 2 enfants. Shenzhen, ouais. C'est que du bonheur. Ensuite, c'est vrai que Zhuhai, c'est donc une ville aussi, c'est à 1 heure en bateau de Shekou. Et là, ils sont en train de construire un pont qui va arriver directement à Nanshan, qui va réduire donc le temps à 30 minutes à peu près. Donc ça va dans cet écosystème, encore une fois, de la Grande Baie, de connecter toutes ces villes, tant au niveau familial que professionnel. C'est vraiment une région agréable à vivre. Il fait plutôt beau, il fait plutôt doux par rapport à Pékin, voilà. Ouais, la température est très agréable. Et puis il y a aussi beaucoup d'internautes qui sont en train de regarder notre émission. Est-ce qu'il y a des endroits que tu recommandes à tout le monde de visiter s'il vient un jour à Shenzhen? Alors à Shenzhen, moi je connais très bien Nanshan, qui est vraiment un endroit vraiment agréable à vivre. Le district de Nanshan. Tant le High-Tech Park d'ailleurs, qui est maintenant un peu une attraction, le High-Tech Park, parce qu'on a quand même, c'est vraiment, ici tout est piétonnier, donc c'est très sympa, il n'y a pas de voiture, c'est très simple de se promener avec les Didi, les taxis sont tous électriques, donc c'est vraiment un environnement déjà très sympa à vivre. Il y a les quartiers de Ocity Loft, qui était un ancien, artistique, très artistique, qui était un ancien endroit industriel, qui est un repère de designers très cotés, donc plutôt fashion même. Puis il y a des cafés, il y a des concerts. Ensuite, le coin de Shekou, c'est plus résidentiel, mais il y a aussi plein de restaurants. C'est très agréable à vivre. C'est là où d'ailleurs la plupart des étrangers habitent. Moi j'habite à Window of the World, à 2 stations d'ici. Il y a quelques parcs d'attractions. C'est vrai d'ailleurs, il y en a 3 quasiment, tous à Window of the World. C'est très touristique pour connaître la Chine. Il y a aussi un parc d'attractions dédié à la Chine, un parc d'attractions pour les enfants, etc. Et puis beaucoup de parcs. Donc, oui, beaucoup de parcs. C'est aussi la première fois que je suis venue à Shenzhen. Ouais. Puis j'ai remarqué il y a des endroits comme le High-Tech Park qui est densément urbanisé, mais il y a aussi beaucoup de parcs, beaucoup d'espaces verts, ce qui est merveilleux. Oui, il y a même un golf qui est juste là. Donc moi je le vois de ma maison, je vois le parcours de golf mais
C'est improbable de se dire dans une ville, dans une mégalopole comme Shenzhen, se dire déjà il y a un golf de 18 trous, il y a des parcs mais partout, vraiment. Moi je prends souvent les mobikes, les bicyclettes connectées, voilà, partagées. Et pour aller, et puis il y a le métro, là, mes deux stations là, jusqu'à chez moi. Rien que déjà sur ces 3 km, il y a 2 parcs qui sont mais vraiment des parcs très très grands. Avec des points d'eau, avec des poissons, tout ça, c'est super sympa. Et on met l'accent surtout sur la protection environnementale à Shenzhen. Je pense que ça, c'est très bien. Oui, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, je pense, il y a 10 ans quand je suis arrivé. C'est pas quelque chose qui était évident en fait. Parce que il y avait quand même beaucoup de voitures, des artères avec beaucoup de trafic, de bouchons. Et puis d'un seul coup, ces 3 dernières années, il y a eu quasiment l'interdiction pour les taxis de ne pas être électriques. Tous les bus sont électriques. Donc ça a vraiment changé la caractéristique de la ville. Il n'y a pas de moto par exemple, donc il n'y a pas le bruit des moteurs, etc. Et je pense qu'en termes de pollution, pareil, ça a dû descendre d'un niveau exceptionnel. Le fait d'avoir que des voitures électriques autorisées quasiment dans la ville. En tout cas pour ce qui est les bus et les taxis. Et donc oui, ça donne un environnement très, très propre et très écologique.